Non, il y a monsieur, admettre. Par contre, il va falloir que je te mette dans les participants, copier où ça affiche la caméra. Suspendre, nanana, désactiver, masquer, nanana. C'est peut-être ici plutôt. Afficher la grille en vidéo, afficher, nanana. Voilà. Masquer la vignette de la vidéo. On peut se mettre dans un coin pour pas Oui, tu peux. cacher les. Là, voilà. Est-ce que tu penses que là, c'est bien? Ah oui, très bien. Après, moi, je m'en fous. C'est juste pour pas cacher. D'accord. Dans un coin, c'est très bien. J'ai l'impression que la personne n'a pas pu se connecter. J'ai l'impression qu'elle est partie. Ouais. Ok. Bon, bah, de toute façon, on a lancé l'enregistrement, on est d'accord, donc tu peux commencer. Est-ce que ça te va? Oui, très bien. Est-ce que tu as besoin de Non, souris, tout, c'est non, OK? juste, la souris, de toute façon, là, on ne s'en sert pas. Hop. Merci d'être présent. Est-ce que je peux vous demander de vous mettre un peu plus par là devant que je n'ai pas un torticolis, bien sûr. Que j'ai pas. Désolé, je te fais déplacer, Philippe. C'est vrai qu'à la fin, ça. Je pourrais pas me blesser, hein, moi aussi. Non. C'était. Tu mets ça où? Attends, hop. Ok, clic gauche, sans souvenir. C'est parti droit. C'est bon. Ouais, bonjour, merci d'assister à cette conférence. Je m'appelle Kevin Pesmartin, je suis le président de l'association Wheelchair on the Road qui édite des guides de voyage pour personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, on va parler de voyage et de handicap. Pour comprendre pourquoi je me suis lancé dans cette aventure, il faut revenir presque 10 ans en arrière, le 19 novembre 2012, le jour où j'ai eu un accident de voiture. Je me suis endormi au volant en rentrant chez moi. Donc bien ensuite, une période. Ouais. Faudra que je le fasse à chaque. D'accord. Alors. Ouais. Donc bien ensuite une petite période à l'hôpital et après à Tourgassi, centre de rééducation à Bruges, où je vais réapprendre en fait toutes les étapes pour être autonome, donc m'habiller, me transférer dans une voiture, conduire avec une voiture adaptée, ce genre de choses, pour reprendre une vie à peu près normale. Bonjour. Bien, salut-vous. On commence juste. Pour pas que j'ai un torticolis. Donc voilà, ce 19 novembre 2012, ma vie bascule en un instant. Ma vie bascule en un instant et voilà, tous mes rêves, mes projets volent en éclats. Mais voilà, je sors du centre de rééducation et je sors du centre de rééducation et il me tarde d'ouvrir un nouveau chapitre pour avancer dans ma vie et essayer de reprendre là où j'en étais. Mince, je te fais des bêtises. Non. En fait, c'est pour que tout le monde puisse te voir parce qu'en fait, on voit Jean-François. Et je voulais qu'on te voie toi. Et là, en fait, ça va. Après, sur les autres diapos, ça va. Bon, ça cachera un peu les photos, c'est pas grave. Bon, ouais, c'est pour ça que je voulais le réduire, le machin, mais je n'y arrive pas. Quand je fais ça, c'est. Attention, on fait ça. On ne voit pas, c'est ça qui est un peu gênant. C'est pas très sympa. Et ça.
Et si je te mettais toi, en fait, je pensais qu'en faisant ça, on disait épingler. Ouais, du coup, hop. Oui, super. On est trop bon. Attends, il faut que je recule. Non, j'avance là. Non, c'est bon. C'est bon. Moi, la technique, je n'en peux plus de ce métier. Je cherche un job, si vous m'entendez. Je te laisse continuer. Donc après vient le retour à la société, à la vie normale, qui n'est pas forcément évidente, puisqu'on passe 6 mois dans un cocon assis avec des gens formés et sensibilisés au handicap, et on revient à une société qui elle, n'a pas l'habitude du handicap. Et qu'est-ce que je veux dire Et j'ai perdu mes mots. Qui n'est pas habitué au handicap. Qui n'est pas habitué au handicap. Mais voilà, je suis content de reprendre le cours de ma vie. Donc, je reprends des études, j'obtiens un BTS en 2015. Et à la fin de ce BTS, je me dis que c'est le bon moment pour moi de réaliser un rêve, c'était de partir à l'écart de l'Australie. Donc, je faisais ça pendant un accident et c'est un pays qui m'a toujours attiré, donc qui était vraiment exotique. Et c'est le bon moment avant de rentrer dans la vie active. Et je regarde un peu autour de moi qui est intéressé, qui peut pas. Personne ne veut m'accompagner. Et je me dis, ben, tant pis, j'y vais tout seul. Donc mes parents n'étaient pas très chauds au début. Mon père a voulu me retirer mon passeport. Mais voilà, en voyant que je préparais bien le voyage, je suis parti. Donc voilà, j'ai passé 2 mois et demi là-bas exceptionnels. J'ai passé 2 mois et demi exceptionnels où je rencontre des gens du monde entier, des paysages incroyables, une nouvelle culture. Et je tombe vraiment amoureux du voyage. Et c'est à ce moment-là que je sens que ça casse un plafond de verre où je me sais, en fait, le handicap serait juste une vie un peu moins bien. Et je me rends compte que ça m'ouvre plein de projets et plein de rêves pour l'avenir. Et donc, je rentre en France, un peu triste, hein, forcément. Je reprends le quotidien et je me dis que j'ai envie de continuer, j'ai pas envie de m'arrêter. Donc, je prévois déjà mon prochain voyage. Ouais. Okay. C'est pas. Donc, mais très vite, je me rends compte que voyager en fauteuil est très difficile à préparer. C'est un vrai enfer. Les informations sont très difficiles d'accès quand elles le sont. Donc, ça demande énormément de temps de recherche. Donc, pour les grandes villes, c'est assez facile puisque les informations sont disponibles, mais dès qu'on sort des sentiers battus, ça devient vite extrêmement compliqué. Il faut dire qu'en situation de handicap, on n'a pas le droit à l'improvisation, il faut tout prévoir, essentiellement pour les hébergements, mais pour tout ce qui est autour, les sites d'intérêt culturel, pour ce qu'on souhaite visiter, pour le transport, la voirie. Et le moindre maillon manquant peut nous mettre en difficulté. Donc, ça demande une grande préparation. Et lors de cette préparation, les informations sont primordiales et souvent extrêmement difficiles à obtenir. Donc, le voyage coûte aussi plus cher, hélas, pour une personne à mobilité réduite, puisque les hébergements sont généralement plus chers, les activités le sont aussi. Donc, on pourrait avoir envie de passer par des agences de voyage spécialisées dans le handicap, mais c'est aussi extrêmement, extrêmement cher. J'ai 2 exemples à donner. Il y a quelques années, on voulait partir en Russie, donc Moscou et Saint-Pétersbourg. On a contacté une agence de voyage française spécialisée dans le handicap qui nous a envoyé un devis de 8 000 € pour 10 jours. Et en faisant nos propres recherches, on est tombé à 800 €. Et pour le voyage en Islande dont on va parler tout à l'heure, l'agence spécialisée dans le handicap islandaise nous a envoyé un devis de 12 000 €. Alors que nous, en faisant nos propres recherches, nos propres réservations, on est tombé à 3 500 €. Donc,
c'est une double peine, c'est difficile, et quand il y a une solution, c'est en plus extrêmement cher. Ce qui freine l'accès au voyage à bon nombre de gens, parce que si ces agences de voyage existent, c'est qu'elles ont des clients. Et donc voilà, comme je disais, donc bon nombre de personnes choisissent tout simplement de ne pas partir plutôt que de se retrouver en difficulté. C'est pourquoi, en 2018, j'ai eu l'idée de créer des guides de voyage pour personnes à mobilité réduite qui centralisent toutes les informations liées à l'accessibilité. Donc, avec ces guides, on souhaite démontrer que le voyage et le handicap sont compatibles, et en finir avec les recherches interminables, faire tomber les barrières psychologiques qui existent chez certains pour tout simplement voyager et oser le faire. Et donc, on souhaite aussi qu'il soit possible d'organiser soi-même son voyage pour réduire les coûts, puisque nos guides sont seulement vendus à 19 €. Donc, à ce jour, nous avons réalisé 2 guides de voyage, un pour la Croatie, nous sommes partis en 2019, et un autre pour Lanzarote, la troisième en préparation avec Islande. Pour la réalisation de ces guides, on suit à chaque fois la même méthodologie. Donc, le choix de la destination, on choisit une destination qui est touristique, donc c'est du monde, qui va nous intéresser à nous aussi qui allons le réaliser, mais ça, c'est pas très difficile, on a un peu partout. Donc, une destination touristique pour laquelle il y a assez peu d'informations. Ensuite, on contacte toutes les offices du tourisme, les hôtels qui nous semblent accessibles, les sites d'intérêt culturel, les transports, pour collecter des informations, et après on finalise la recherche. Ensuite vient l'étape de la prospection sur place. Donc il faut vraiment que l'étape précédente ait été bien faite pour pas perdre de temps. C'est serré niveau timing. Donc la prospection sur place, on vérifie les informations qu'on a trouvées sur Internet. Puis ensuite, à notre tour, on fait des recherches complémentaires et on met en forme et on le met en ligne. Donc à l'heure actuelle, les guides de voyage sont vendus en auto-édition sur Amazon. On est en train de faire une refonte du site web pour les proposer directement en consultation sur le site. Parce que l'auto-édition en Amazon, on pensait que c'était une bonne idée initialement, le plus simple, mais seules les personnes qui sont en fait dans les pays distribués par Amazon peuvent y avoir accès. Et puis, on n'est pas fan non plus d'Amazon. Voilà. Donc, la dernière destination visitée pour laquelle nous réalisons un guide, donc l'Islande, que je vais vous présenter après. Non. Voilà, donc on a fait le tour de l'Islande. Donc on est parti le 25 mars de cette année, et on a fait le tour de l'Islande. Il y a simplement 2 régions que nous n'avons pas visitées. Donc nous sommes partis de Reykjavik, nous avons fait tout le tour, et on a omis donc le centre qui est ici et les fjords de l'ouest qui ne sont pas du tout accessibles pour personnes à mobilité réduite. D'autant plus à cette saison où c'était quand même début du printemps, fin d'hiver, et ce sont des zones qui sont même fermées. Le centre de l'Islande est même fermé à cette période-là, puisque avec la neige, les routes sont fermées, c'est complètement inaccessible. Les Westfjords, eux, sont ouverts, mais en fauteuil seulement. Donc, on a commenccommencé par visiter le Cercle d'Or. Et déjà, on se rend compte en arrivant en Islande, en tenue dans le bain, il pleut sans arrêt, beaucoup de vent, et ça ne s'arrête absolument pas. Donc, on se dit qu'on va croiser beaucoup de touristes, on voit les avions défiler, beaucoup de gens sortir, les avions sont pleins.
Et en fait, non, on se rend compte qu'on est quasiment seul à visiter les incontournables de la région. C'est pas désagréable. Le premier site qu'on a visité, c'était la cascade de Gullfoss, un des sites majeurs, et on était vraiment tout seul. On a retrouvé juste un peu plus de monde dans le parc national, mais pour les autres sites, on était quasiment tout seul. Donc c'est agréable. C'est pas la même chose d'été. L'été, c'est vraiment blindé. Donc là, sur la gauche, c'est le parc de Thingvellir, qui est né de séismes en Islande, donc qui a créé ce relief. Au milieu, c'est le geyser de Strókur. Il faut savoir qu'il y a une grande activité géothermale en Islande. Et sur la droite, c'est la caldeira de Kedir, donc un lac qui s'est formé dans un cratère de volcan. Donc on découvre l'accessibilité à l'islandaise. C'est-à-dire que le relief n'aide pas. La nature en Islande présente un gros relief. Il y a des vallées, mais surtout beaucoup de volcans, des cascades. Donc pour tout ça, il faut du relief. Mais c'est très bien fait. Par exemple, dans le parc de Thingvellir, il y a des parkings spécialement pour PMR qui permettent de rejoindre les différents points sans, vous voyez, passer par la magnifique descente qu'il aurait fallu remonter à gauche. Donc, comme je disais, pendant les 2 jours qu'on va passer au Cercle d'Or, il va ne faire que pleuvoir. Donc, on se dit qu'on aimerait bien que ça change souvent. Mais la température, là, était plutôt correcte. On était à 5-6 degrés. Non, c'est correct, vous allez voir après, c'est très correct. Et donc, on a bien fait, on se dit qu'on a bien fait, mais on avait tout prévu, d'investir dans des équipements chauds et de pluie. Sinon, ça aurait été compliqué, surtout à la fin du voyage dans le Nord. Donc voilà, le sud, c'est la région la plus touristique avec une grande concentration de sites incroyables. En moins de 500 km, je ne sais pas, il doit y avoir 20 ou 30 sites qui méritent vraiment le détour. Donc, première déception, c'est qu'on n'a pas pu accéder à tous les sites qu'on voulait visiter à cause de la fonte des neiges. Certaines routes étaient complètement inondées et y accéder. On aurait dû partir un peu plus tard si on voulait faire plutôt après l'été. Mais on a préféré partir à cette période-là pour voir des aurores boréales. Tenter d'en voir après. Mais donc, on oublie cette déception avec le premier site assez marquant, donc la cascade de Seljalenfoss à gauche et à peine quelques mètres plus loin, la cascade de Skogafoss à droite. Donc vraiment très impressionnant. La cascade de Skogafoss, on peut s'approcher jusqu'en bas. C'est un mur d'eau de 62 mètres. On est trempé, mais c'est trop bien. Et donc voilà, on en prend plein la vue, on se sent tout petit face à tout ça. Et donc au milieu, c'est le canyon. Alors là, je l'ai noté parce que c'est un nom imprononçable. Le canyon de Jadrar Liufulur, qui est un des meilleurs souvenirs de ce voyage. Pas simplement pour les paysages, mais pour la rencontre aussi. On se rend compte qu'en arrivant sur place, on a très mal estimé le dénivelé et que tout seul, ça va vraiment être compliqué. Donc, on a une petite vue depuis le pont en bas du canyon, mais c'est pas en bas la vue qu'on espérait. Pour vous situer un peu, je pense que la pente faisait 300 mètres de long, mais qu'un dénivelé de 20-30%. Donc, on se dit que bon, on est là, on va quand même essayer, mais on va sûrement bien en chier, mais on tente quand même. Et là, par miracle, on rencontre un groupe italien qui propose de nous aider, puisqu'on avait fait une pause à peu près 50 mètres plus loin. On était déjà cramés. Et donc, finalement, ils vont nous pousser, enfin me pousser, ma compagne, ils n'ont pas poussé, me pousser jusqu'au dernier point de vue, donc, qui était un kilomètre plus loin. Donc, le chemin est catastrophique, la neige commence à fondre. C'est un mélange de neige, de glace, de boue. Mes mains courantes sont dans 10 cm de boue, donc j'en ai partout sur les bras. Mes gants glissent tellement que je m'essuie sur les jambes, j'en mets absolument partout. Mais voilà, le paysage est incroyable et on est bien content que je l'ai poussé parce qu'on n'y serait jamais seul.
Et donc, en descendant, on croise une ranger qui nous prend en photo. Parce qu'en fait, elle n'avait jamais vu quelqu'un en 20 ans qu'elle travaillait au parc en fauteuil à cette saison-là. Puisqu'en fait, il y a une route qui lorsqu'elle est déneigée, permet d'accéder à ce point de vue sans les efforts qu'on a fournis. Elle a forcément été fermée. Donc, c'était une randonnée d'1 kilomètre avec 150 mètres d'élévation. Donc, par moment très abrupt et après un peu plus plat, mais voilà, assez compliqué. Et on est bien content qu'il nous ait aidés. Et donc, je me rends compte qu'en fait, en étant en fauteuil, j'ai fait assez peu de destinations vraiment en nature. Voilà, pour le coup, en Islande, on est en plein dedans. Mais avant ça, on était seulement partis dans les gorges du Verdon, puisqu'on se dit qu'en fait, ça va être compliqué, ça va pas être possible. Et en fait, non, mais on se rend compte que c'est tout à fait possible et qu'on est bien content d'y être. Donc, le voyage continue avec d'autres endroits incroyables. Donc là, sur la gauche, c'est le le glacier de Solimajokul, qui se mérite quand même, puisque ça fait une petite randonnée de 2 km qui monte bien. Bon, là, on y arrivait tout seul, mais c'était quand même exigeant. Au milieu, c'est la plage des Diamants. Donc, en fait, elle donne sur l'océan. Et il y a un bras de mer qui s'échappe vers l'océan, donc d'une lagune, qui laisse échapper des morceaux de glacier qui viennent ensuite s'échouer sur la plage et donner cette impression de diamant avec ces jolis contrastes entre le noir et le bleu ou le blanc des glaciers. Et donc, on continue à droite avec le point de vue sur la plage de Renifiara depuis Dironai. Donc là, on ne se rend pas trop compte, mais on est bien 100, on a une bonne centaine de mètres de hauteur et il y a beaucoup de vent, donc c'est un peu sport de rester au bord, faire attention. Donc certains sites ne sont pas du tout accessibles, mais donnent quand même un joli point de vue, comme ici, donc l'église sur la gauche, l'image, donc l'église de Vic. Donc la plage n'est pas du tout accessible, mais on a des jolis points de vue et c'est quand même très agréable. Et au milieu, donc c'est la plage de Stocksness, qui est bien sûr une plage en fauteuil roulant, c'est pas très pratique. Donc quand même avec de jolis points de vue le long de la route qui permettent quand même d'apprécier les paysages. Partout le long de la route, on voit beaucoup de chevaux qui sont élevés par les Islandais, donc ils sont des descendants directs des animaux qui ont été amenés par les Vikings lorsqu'ils ont colonisé l'île il y a à peu près 1000 ans. Ils servent pour la compétition, pour l'agriculture ou pour le tourisme aujourd'hui. Ils ont un style bien particulier, il n'y a qu'une seule race sur le continent. Donc après, on continue en remontant sur l'est de l'île. On se souviendra longtemps de ce trajet, puisque ma compagne a essayé de me faire le coup de la panne. On est passé de 160 km d'autonomie à la réserve, où là, il n'annonçait aucun kilométrage. On pense que la jauge de la voiture était défectueuse. Seulement, on était entre deux stations, chacune à 60 km de nous. La route montait pas mal, donc on n'était vraiment pas sûr d'atteindre ces stations. Pour couronner tout, on ne croisait absolument personne. Donc, on était un peu seul au monde. On a croisé quelques personnes qu'on a essayé d'arrêter pour voir s'ils pouvaient nous tracter ou nous amener à la station. Personne n'a pu nous aider. Donc, on a continué tranquillement à 40 km/h jusqu'à la prochaine station. On pense vraiment qu'il ne restait pas grand-chose dans le réservoir. Donc, c'est une région où on s'est un peu plus posé après un début de voyage un peu sport, puisqu'on était à peu près à 10 jours de voyage quand on est arrivé dans l'Est.
Donc, on a pris le temps d'explorer le canyon de Moira sur la gauche. Donc, première fois que je suis vraiment confronté à de la neige. Bon, là, c'était assez correct, c'était 10-20 cm, mais plus tard, on a été confronté à beaucoup plus et là, ça peut être compliqué. Et on est parti aussi à la découverte de la petite ville de Sédis-sur-Dur, avec cette rue colorée, donc avec des street art et bâtiments colorés, donc très jolis. Et on a pu aussi se détendre dans les sources d'eau chaude qui sont nombreuses en Islande. Donc ici, qui sont aménagées donc avec différents bassins et différentes températures. Et le fait assez marrant, c'est qu'il fait tellement froid que les cheveux qui étaient mouillés, gelés, ont été descendus à un peu moins de -10 degrés là, dans cette région. Et donc là, en route vers le nord, on sent le climat changer et se durcir, puisqu'on on se rapproche plutôt des moins 20 degrés. Et moins 20 degrés avec de la neige, beaucoup de neige certaines nuits. Et en route vers le nord, on croise aussi les Italiens arrêtés à une cascade gelée sur le bord de la route. Et on se fait la réflexion que beaucoup de gens en fait, sont le même circuit que nous et on croise tout le temps les mêmes têtes. Donc, on ne s'est pas trompé dans l'itinéraire. On a tous le même. Et on ne s'est pas fait la réflexion avant, mais on se rend compte que le Covid n'existe pas là-bas. Il y a de la solution hydroalcoolique en libre accès, mais personne ne s'en sert. Les masques, on n'en a jamais vu. Et c'est quand même pas désagréable d'oublier ça le temps de voyage. Le temps change extrêmement vite dans cette région et en fonction des espaces qu'on parcourt. Certaines régions sont complètement enneigées, alors qu'un quart d'heure après, on retrouve un paysage complètement vert et sans neige. Les sites majeurs de cette région sont très bien accessibles. Vous pouvez voir à droite comme c'était dépourvu de neige, alors que sur les autres, il y en avait beaucoup. Donc les sites majeurs sont bien accessibles, comme la cascade de Godafoss au milieu, où on a pu faire complètement le tour et c'était parfaitement aménagé grâce à des pentes pour pouvoir faire le tour. Et j'ai sauté l'image. Et donc là, ici, c'est le parc national de Dimmu-Borgir, au milieu de coulées de lave d'une éruption il y avait 400 ou 500 ans. Donc nous retrouvons encore par hasard les Italiens à Húsavík et nous nous réfugions dans le musée des baleines. Puisqu'il neigeait énormément. Ce jour-là, il s'est tombé 40 cm de neige. Donc c'est là où on s'est rendu compte que 10-20 cm, ça allait, mais 40 cm, ça pouvait vite devenir compliqué. Il fallait que ma compagne délaye avec ses jambes pour que je puisse espérer avancer. Donc avec les Italiens, on se retrouve au musée et puis on va manger tous ensemble. Bon, on ne se comprend quasiment pas, parce que je ne parle pas anglais, je ne parle pas français, je ne parle pas italien, mais on parle avec les mimes et un mélange de français, italien, anglais. On ne se comprend pas vraiment, mais on rigole beaucoup. Et le lendemain, nous essayons d'aller voir des baleines, avec peu de chance, hélas. 98% de chances de voir les baleines. Donc c'est quand même assez prometteur. Moins 20 de température, 50 km de vent et pas de baleine pendant 4 heures. Et si je lâchais la rambarde, je tombais tellement il y avait de vagues. Donc on n'a pas retenté l'expérience. Ah ben non, ça ne sera pas avec moi les photos de baleine. On n'en a vu aucune. C'est bien déçu. Et ma compagne était doublement déçue parce qu'elle a été malade pendant tout le voyage avec le mal de mer. Et donc là, à droite, on est tombé sur des troupeaux de rennes sauvages qui ont été importés au XVIe siècle, si je ne dis pas de bêtises,
depuis le Danemark pour lutter contre la famine et qui se sont bien vus dans le nord. Ouais, j'ai oublié de parler d'un point. Mais, et donc, dans le nord, les sites d'intérêt sont beaucoup plus espacés dans le sud que dans le sud, ce qui fait qu'on fait beaucoup de routes et certains spots étant encore plus accessibles à cette période à cause de la neige, comme la cascade d'Etifos ou le lac de Krafla. Mais il se trouve que dans le nord, il peut même neiger jusqu'au mois de juin. Donc, même au mois de juin, on a peu de chance, il faudrait y aller pendant l'été ou à la fin de l'été. Et donc là, on continue dans l'est et on commence par la péninsule de Snæfellsnes, qui est un peu au-dessus de Reykjavik, qui est un concentré de lieux intéressants et qui sont plutôt bien accessibles. Donc là, à gauche, c'est le phare de Svolur, donc qui donne après derrière sur un point de vue sur les falaises qui sont grignotées par l'océan. Au milieu, c'est les points de vue sur les falaises de Londragar et à droite, la montagne de Kirjufell et ses cascades. Kirjufellfoss, qui veut dire cascade en islandais. Alors, la mer est de l'autre côté. La mer est de l'autre côté. Et là, ici, c'est une cascade qui est alimentée par en fait, un glacier qui fond et qui alimente cette cascade. Et donc, on décide de jouer les aventuriers et de goûter le requin fermenté, qui est l'un des aliments les plus dégoûtants au monde, suivant pas mal de classements qu'on avait trouvés sur Internet. Donc, ce sont des requins qui vivent dans les profondeurs, qui sont attrapés par mégarde par les pêcheurs et qui sont en fait travaillés d'une façon spécifique. Personne ne sait vraiment comment ils ont découvert cette façon de travailler, c'est-à-dire que le poisson est débité, laissé fermenter sous terre pendant quelques semaines, puis après séché à l'extérieur. Et cette façon de travailler le poisson va permettre de rendre la viande comestible puisqu'elle ne l'est pas, elle est pleine d'ammoniac parce que le poisson est pêché. Et donc, c'est vrai que c'est pas terrible. C'est pas aussi pire que ce qu'on avait pu lire sur Internet, mais c'est vraiment pas bon. Alors que pour les Islandais, c'est un plat d'exception qui est mangé pendant les repas de fête. On ne comprend pas trop, on n'est pas d'accord. Objectivement, c'est la meilleure. Non, c'est vraiment très particulier, très fort. Non, on ne comprend pas trop l'intérêt. Donc là, contrairement à la photo qui est prise à gauche, on retrouve quand même des températures qui sont plus clémentes. On est aux alentours des 10 degrés. Donc ça nous change des -20 il y a quelques jours dans le nord. Donc on explore les falaises d'Arnarsapi et de Londragar avant. Et j'ai mangé le nom de cette église qui est imprononçable. Tous et noms, donc avec 3 ou 4 voyelles et 20 consonnes. Donc après, on passe 2 jours à Snæfellsnes et on passe 4 jours à explorer donc Reykjavik, qui se visite assez vite, puis la péninsule de Reykjanes. Donc Reykjavik est une capitale à taille humaine qui est très sympa à visiter avec beaucoup de street art et une église Hallgrímskirkja, qui est vraiment différente de toutes les autres qui sont présentes sur l'île. Chaque église a un peu son style. Il y en a des blanches, des noires, des rouges, avec des ornées de couleurs, ou en béton comme celle-ci qui est un peu plus récente. Et celles en bois aussi qui sont beaucoup plus anciennes, qui datent du XVIe siècle. Et donc, 2 jours avant notre départ, nous n'avons toujours pas eu la chance de voir des aurores boréales, puisque malgré des indices assez forts solaires, nous avons toujours eu un ciel nuageux le soir. Et 2 jours avant notre départ, on a
un peu de chance. Alors, un peu de chance parce qu'en fait, à l'œil nu, on les voyait assez mal. On voyait des traînées blanches dans le ciel, et avec l'appareil photo, en faisant des poses longues, on voyait les traînées vertes apparaître. Et donc, on continue ensuite par la visite donc, de Rekness. Donc, là, à droite, c'est une photo de Seltoun, une zone d'activité géothermale, donc avec des fumerolles et des bains bouillonnants d'acide et d'eau, qui donne une ambiance très sympa, partiellement accessible, mais assez intéressant. Et nous finissons par le Blue Lagoon, qui est une étape incontournable, le bain de source d'eau chaude le plus connu de l'Islande, mais qui a été créé de toutes pièces dans les années 90. C'est l'eau utilisée par les centrales géothermales qui est rejetée dans ces bassins et qui sont transformés en bain chaud. Il y a beaucoup de monde, et c'est une usine à gaz, c'est pas très intéressant. Le bassin est tellement grand que l'eau ne reste pas très chaude, donc c'est pas le meilleur bain qu'on ait fait, mais c'est quand même joli à voir. Au centre, c'est en plein Reykjavik, c'est une sculpture qui représente un dracard. Et donc derrière, si on le voit bien, oui, on voit un petit peu les traînées vertes, c'est là où on a vu les aurores boréales. Donc le bilan de ce voyage, il est très positif. Comme on avait vu dans l'ordre de nos recherches, l'Islande est un pays très accessible, qui nécessite parfois un peu d'aide, mais qui est quand même très accessible et très intéressant en fauteuil roulant. On repart vraiment avec des étoiles dans les yeux, et c'est vraiment une destination incroyable. On voit des choses qu'on ne voit quasiment nulle part ailleurs, des volcans, des glaciers, des plages de sable noir, des zones d'activité géothermale, plein de choses qui sont regroupées au même endroit en Islande et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, ça reste pour nous l'un des plus beaux voyages, ou même le plus beau voyage. Donc, il est temps d'en faire un guide pour en faire profiter les autres. J'ai pas fini. C'est presque fini. Donc, UBM souhaite ouvrir ses activités à tous. Donc, c'est dans ce cadre que on m'a proposé un partenariat avec UBM pour promouvoir leurs actions et le fait qu'ils s'adaptent pour essayer d'ouvrir à tous. Donc, j'étais très content d'avoir un partenariat avec UBM, et j'ai remercié du fond du cœur pour avoir participé à la réalisation de ce projet. C'est fini, ça commence. Merci. Merci, parce que nous aussi, on est ravis de ça, et que tu sois notre ambassadeur. Alors, c'était un grand mot, mais bon, on le temps de démarrer un truc, ça peut-être un peu plus de temps. Donc, là, on ne lâchera pas, et puis, c'est dans notre politique. UBM, c'est vraiment une aspiration chouette, et on le fait. Voilà, quand il se trouve des situations où les gens sont ils ont envie, mais ils ne peuvent pas, et bien nous, on essaye, et jusqu'à présent, ça a toujours fonctionné, et on continuera comme ça. Donc, merci à toi, Kevin. Merci à vous. Et ça donne envie. Ça donne envie. Je vous encourage à y aller. Mobilité réduite ou pas, dans tous les cas, c'est mieux. Je veux dire, besoin de ne pas se déplacer. Je le dirais, et même pour moi, je crois que ça me donne envie de s'en mettre. Vous avez des questions ou pas? Non, ça va? Ça vous a plu? Quoi? Bon, ben, on prend rendez-vous pour le prochain guide. C'est quoi le prochain guide? Là, il y en aura plusieurs l'année prochaine. On va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on a été freiné par le Covid. L'année prochaine, normalement, Marrakech et Essaouira, le sud Tyrol, donc dans le nord d'Italie, au-dessus de Milan, donc on est un peu montagneuse, donc c'est sport, mais ça qui est bon. Et la Slovénie et le sud de la côte ouest des États-Unis. Ouais. Oui, j'ai un CET qui est bien garni.
Bon, mais, Merci à vous. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. En faisant, on ne lâche pas Kevin. Kevin, tu peux lâcher la réponse. Oui. Ok. Super. Merci beaucoup. Et du coup, moi, j'ai une question super bête. Voyage comme ça un peu particulier dans ce milieu naturel. Est-ce que vous testez du matériel? Il n'y aurait pas un sponsor, il n'y aurait pas justement un truc à faire là-dessus? Le matériel. Ouais, non, mais le matériel